Un quartier très pauvre avec beaucoup de prostitution, de drogue, et c'est encore. Et c'est un quartier qu'on essaye de restructurer. Alors, il y a à l'intérieur du quartier des musées, il y a des institutions qui ont mis, même l'université. Et il y a cette espèce de connivence entre des gens qui sont des gens même marginaux, complètement marginaux, avec des étudiants, avec des universitaires, avec cette espèce de grand mixité. Alors ça, c'est une des caractéristiques de Barcelone et c'est une des caractéristiques de Barcelone qu'on veut garder pour essayer d'éviter le ghetto. Je suis pour que dans tout quartier, dans tout îlot, dans toute nouvelle construction, il y ait forcément et obligatoirement un pourcentage de logement social pour une population nouvelle qui s'habite dans le même endroit qu'on faisait dans la Paris ancien, comme on faisait dans la Barcelone ancienne, dans laquelle les populations étaient mélangées. C'est un effort fondamental pour la ville. Sinon, la ville va être obligatoirement ségrégée. Alors, je trouve ça horrible. Ici, on va au musée d'art contemporain, au milieu de ce quartier populaire, à côté de la bibliothèque centrale. Mais dans les quartiers populaires, qu'ils étaient très dégradés, un peu comme à Beaubourg, disons. Il y a eu une grosse discussion à Barcelone sur les musées d'art contemporain. Où est-ce qu'il fallait placer et qui fallait le faire. Alors on a appelé un architecte américain qui s'appelle Richard Mayer, qui a fait Canal+ à Paris, mais qui a fait beaucoup de musées, que c'est un grand ami très bon. On lui a donné cet espace, on a ouvert cette place à l'intérieur de ce quartier pauvre de Barcelone. Donc pour continuer à rechercher cette mixité de laquelle on était en train de parler. Du point de vue architectural, on découvre les monuments ici. Les monuments ne sont jamais au fond d'une perspective, au centre d'une place. Non, les monuments sont placés comme cachés à l'intérieur des quartiers, placés à l'intérieur. Il faut les regarder de côté. Une cathédrale, on ne la regarde jamais d'en face, au bout, mais il faut la découvrir comme ça. Les musées d'art contemporain, que c'est important pour Barcelone, même s'il y a beaucoup de musées séparés, il est placé dans cet endroit que c'est difficile à trouver. Alors ici, se mélangent les gens qui viennent voir le musée, les étudiants, les gens de la rue, avec les enfants qui jouent, à côté des gens qui sont marginalisés. Alors cette espèce de mixité, cette espèce de mélange, ça, c'est Barcelone. Cette mixité, on la retrouve juste à côté, avec le Centre de culture contemporaine, installé dans un couvent du XVIIIe siècle. Après, à un certain moment, il y a eu cette expansion économique très forte de Barcelone et il y a eu un grand urbaniste qui a inventé le mot urbanisme d'ailleurs, qui s'appelle Cerdà, Ildefonso Cerdà. Et c'est lui qui a fait, en 1848, les premiers plans de Barcelone, que c'est cette espèce de quadrillage avec ces deux diagonales, enfin cette espèce de plan de Barcelone, faite par des îlots, des îlots qui sont comme ça. Et que c'est des îlots qui ont d'axe à axe, ici, 121 mètres par 121 mètres. Ça, c'est une autre, en faisant ici des angles pour former des placettes, ici, et pour ouvrir la circulation pour qu'il ne soit pas en angle droit. Et avec ça, il remplit un plan uniforme, un plan égalitaire, un plan avec des tramways. Il remplit la totalité, pratiquement la totalité de Barcelone. Un plan très intelligent qui voulait être un plan égalitaire, social. À l'intérieur, on trouve des maisons de ville. Ils vont 20 mètres d'auteur, avec des maisons d'angle, très intéressantes d'ailleurs, et qui viennent remplir la totalité de ces îlots.
Et à l'intérieur de ces plans, ils sont venus s'installer toute cette architecture Art Nouveau, avec une série de grands architectes, duquel Gaudí était un peu le représentant. Vous savez que c'est la ville la plus intéressante au monde en Art Nouveau. Ici, l'Art Nouveau s'appelle modernisme. Il n'y a pas de bâtiment égal pratiquement à Barcelone. Il n'y en a pas. On continue toujours cette même typologie, cette même répétition de maisons de ville, une après l'autre, toutes différentes, avec cet immense éclectisme de la ville. C'est pour ça qu'ici, c'est difficile de parler d'un style. Les mouvements en architecture sont très variés. Chaque architecte veut faire sa maison différente et chaque artisan aussi. Ici, on apprécie cette espèce de système d'îlots de Barcelone. Ils ont les angles coupés, qui forment cette espèce d'ouverture pour qu'on voit les voitures quand on va croiser. C'était un plan déjà fait avec une idée de circulation. Il y a des maisons de ville qui sont très belles dans cette extension de Barcelone. Celle-là, elle est à Gaudí. Celle de côté, il est à Puig Cadafalch. Celle de côté, c'est un autre grand architecte qui s'appelle Muntaner. Celle du fond, c'est un autre architecte qui s'appelle Sagnière. C'est des grands architectes du commencement du siècle. C'était une espèce de système de compétition. Il y avait une compétition entre la maison et la maison de côté pour voir qui la faisait mieux, qui la faisait plus belle. Toute la question, c'était qui était le meilleur et qui était le plus raffiné, le plus cultivé. Et ça crée une espèce de conscience dans la ville. Conscience générale à partir de laquelle les gens sont intéressés en premier lieu par l'architecture et par l'urbanisme, en premier lieu. Bon, c'est un peu ça. Hein? Même si Cerdà voulait que tous les plans soient un plan égalitaire, en fait, le centre riche de Barcelone, il s'est formé dans cette direction-là et cette direction-là, comme toujours, vers l'ouest, plutôt vers l'ouest. Et par contre, vers l'est, c'était la partie pauvre. Alors, quelle est la dernière transformation de Barcelone? Au lieu de venir construire l'ouest, qui est consolidé et riche, venir consolider l'est de Barcelone pour améliorer l'équilibre social, architectural de Barcelone. Comme toute cette partie est fermée à la mer, la première chose, c'est essayer d'ouvrir et que Barcelone il donne sur la mer. La seconde chose, c'est de tourner cette trame urbaine, la tourner vers la mer et gagner toute cette ligne de côte. Alors tout ça, c'est les plages qu'on a récupérées derrière le port. Ils commencent ici. Toutes ces plages-là, il y a 4 km par le moment qui sont faits. Après, un peu plus loin, vous voyez ces deux bâtiments hauts. Et ça, c'est la Villa Olímpica, c'est la partie olympique avec le port olympique. Et c'est là, au bout de ces 4 km, qu'il y a cette opération urbanistique et culturelle qui s'appelle le Forum 2004 de cultures et de civilisations différentes. Ça, c'était l'ancien port. On le transforme petit à petit et ça reste comme un lac intérieur avec beaucoup de vie, normalement, ici. Et on a construit de nouveaux bâtiments comme le World Trade Center, construit par Pei, et le club maritime, avec cette passerelle en bois, que c'est un peu la continuation de Ramblas qui vient ici, qui va continuer jusqu'à l'autre partie. Et puis cette ouverture nouvelle, qu'on vient de finir, là, il y a 3 mois, pour que tous les bateaux d'ici puissent, parce qu'avant ils devaient faire le tour pour sortir, même les bateaux de plaisance, et là ils peuvent sortir directement
Et ça, c'est le terrain gagné à la mer, le nouveau terrain gagné à la mer, sur lequel je vais construire toute une installation, des hôtels, des bureaux, de commerce, de restaurants, etc. Ici, c'est un nouveau gratte-ciel que je suis en train de faire. C'est un bâtiment très haut avec une forme de voile coupée comme une immense sculpture à côté de la mer. Et ça, c'est le nouveau aéroport de Barcelone que je suis en train de faire et qui va commencer à se construire tout de suite. Ça, c'est toute la partie du terminal. Ici, il y a toute la gare de TGV et toute la gare de train qui vient se poser là. Et tout ça, c'est les parkings qui sont surélevés, mais qui sont plantés en zone verte, à côté de cette zone protégée. Ici, on est à la cathédrale, la Taller d'Architectura, c'est ma maison. Cette cathédrale, on appelle la cathédrale. Mais en fait, c'est une ancienne usine, une cimenterie, qu'il y a 30 ans que j'ai transformée, que c'était le lieu le plus obscur, celui qui jetait de la fumée, celui qui polluait tous les villages, considéré les plus laids. Et je l'ai transformé dans mon lieu. C'est ici que j'habite, c'est ici que je travaille. Et c'est ici que je suis bien. Ça veut dire que ça correspond en grande manière à ma façon de voir l'architecture. C'est un lieu inachevé, c'est un lieu transformé. Et du point de vue langage, tout le vocabulaire de l'architecture moderne, il est là. Et c'est un endroit terriblement inspirant, précisément pour cette quantité d'éléments qu'on retrouve. Ici, il y a toute une leçon d'architecture. Cette mur de fond, qui est une mur aussi de 2 silos, avec ces 2 portes que j'ai ouvertes, avec cette architecture pauvre, parce que c'est volontairement pauvre, c'est volontairement industriel, et c'est l'espace qui domine. Mais en même temps, il y a une autre échelle, il y a une seconde échelle qu'on trouve, que c'est une échelle que j'ai introduite, c'est une échelle humaine, c'est une échelle beaucoup plus petite pour pouvoir se mettre dans différents lieux et pouvoir travailler ou recevoir dans différents lieux. Voilà un premier schéma d'une ville au Japon. C'est ce qui est beau dans l'architecture, c'est commencer de rien, de zéro, rien, à imaginer quelque chose qu'après il sera fait et il sera construit et il sera là. Donc c'est la page blanche. C'est la page blanche quand il n'y a rien. On commence à réfléchir. C'est là que c'est l'émotion la plus importante, c'est le moment le plus fort de l'architecture. Commencer, imaginer un nouvel projet. Et c'est ça que je préfère le plus souvent possible. Encarat sempre amb el vent, a contracorrent m'he fet, i vivint tots els meus dubtes, aquí sóc, aquí vull ser. Però el temps, però la vida, però el país i la sort,